Bonjour à tous et merci pour votre participation à notre masterclass que j'ai le plaisir d'animer avec Émilie Marsh, la Head of Marketing d'Iconosquare. Donc le sujet aujourd'hui, comme vous l'avez compris, c'est comment le podcast a permis d'augmenter la fanbase d'Iconosquare sur les réseaux sociaux, mais aussi les autres canaux. Mais avant de commencer, on va peut-être d'abord rapidement se présenter. Pour ma part, je suis Jennifer Anne, Chief Marketing Officer d'Ocha aujourd'hui, anciennement L'Oréal International et anciennement fondatrice de mon média Culinaris. Et pour revenir à Ocha, nous sommes la première plateforme mondiale dédiée au marketing du podcast. Nous diffusons et donnons tous les outils de communication et analytics spécifiques au podcast. Aujourd'hui, on a des bureaux à Paris, à Lille et bientôt à New York. Je vous donne l'information un peu en avant-première. En France, nous sommes déjà leaders auprès des podcasteurs professionnels, donc des marques, des médias et des agences, comme Calliope, Libération, L'équipe, des pure players comme Topito, Combini, etc. Ils sont assez nombreux, je ne pourrais pas tous les citer, sinon on va y passer la journée. Et on héberge aussi la plus grande communauté de podcasteurs indépendants en France. Émilie, je te propose aussi de te présenter rapidement. Oui, bonjour. Merci déjà de m'avoir invitée et d'avoir pensé à Iconosquare. Donc, Émilie Marsh, directrice marketing chez Iconosquare. Je ne sais pas si certains connaissent Iconosquare dans la salle. Nous sommes une plateforme de gestion et d'analyse des réseaux sociaux. Ça te va si j'enchaîne tout de suite sur Iconosquare? Donc, on propose des statistiques pour Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn et maintenant TikTok. On est vraiment en B2B, donc on s'adresse à des agences de communication digitale, à des marques et des freelances. Donc, notre cible, c'est vraiment les social media managers. Et on a aussi des très belles références comme Patagonia, Louis Vuitton et même la NASA. Donc voilà, on a quelques beaux clients aussi. On est fans de l'espace et l'univers de l'espace aussi chez Ocha, donc ça nous parle. Et peux-tu aussi pitcher ton podcast ESM Square? Oui, du coup, ça fait à peu près 1 an et demi, voici peut-être, à peu près 1 an et demi qu'on a lancé du coup notre podcast de marque qui s'appelle ESM Squared, qui veut dire en anglais Experienced Social Media Marketers. Justement parce que c'est notre cible, en fait, les social media marketers qui sont très expérimentés, qui sont des experts dans leur domaine. Et en fait, ce que je fais dans ce podcast, c'est que j'interviewe principalement nos utilisateurs Iconosquare, non pas sur leur utilisation de notre outil, mais sur leur stratégie social media au global, en fait. Savoir un peu comment ils ont fait pour arriver où ils en sont, quelles sont les belles choses qu'ils ont réussi à faire sur les réseaux sociaux, dans le but d'éduquer, d'inspirer d'autres. Et du coup, de nous bâtir une belle audience grâce à ça. Voilà. Super. Comme tu l'as expliqué, donc chez Iconosquare, vous êtes des spécialistes des réseaux sociaux. Et lorsqu'on regarde vos propres réseaux sociaux, on le voit assez clairement. Vous avez des tailles de fanbase assez impressionnantes. Je vous les ai montrées ici, surtout pour une marque B2B. Par exemple, sur Instagram, vous avez plus de 635 000 followers. Pour vous donner aussi un ordre de grandeur, un de nos autres clients, comme Decathlon, qui est quand même une marque nationale et une grande love brand française, a sur son compte Instagram 235 000 abonnés. Donc vous avez multiplié par 3, par exemple, leur taille de fanbase. Sur Facebook, donc vous avez plus de 512 000 abonnés, Pinterest 185 000, Twitter 36 000 et LinkedIn 3 000. Oui, donc, LinkedIn, on développe encore. Hein. Voilà, c'est pour ça. D'accord, ce ne sont que des débuts, d'accord. Ces super résultats découlent évidemment d'une superbe stratégie. Et justement, Émilie, moi je t'ai invitée aujourd'hui parce que tu m'avais parlé d'un pan hyper intéressant de ta stratégie avec la plateforme ESM, la plateforme de contenu ESM Square, qui se base en fait sur la synergie de 3 grands canaux, où le podcast est une pierre vraiment angulaire, de ce que j'ai compris. Peux-tu nous en dire un peu plus, peut-être? Oui, c'est exactement ça. Donc, ESM Squared a été créé dans le but d'être vraiment notre hub de contenu expert, en fait. On a toujours eu un blog qui était juste le blog Iconosquare, qui était brandé Iconosquare, qui est là depuis le début, en fait, où on traitait un peu tous les sujets, mais uniquement à l'écrit.
On a fait quelques vidéos aussi à l'époque, mais c'était vraiment un blog avec que de l'écrit. Et en fait, quand on a créé ISM Squared, on avait en tête de révolutionner un petit peu ce hub contenu pour, pour aller plus dans le dur des sujets qui pouvaient intéresser des experts. Donc, ceux qui connaissent déjà les bases, en fait. Ils s'en fichent de savoir quels sont les 10 filtres Instagram les plus utilisés. Ça, c'est du clickbait. En termes de SEO, on était déjà bien développé, on était bien. Et du coup, oui, on a voulu traiter les sujets plus en profondeur et plus experts. Donc, en fait, on a créé l'univers ISM Squared avec un blog, un podcast, et ça va de trio, du coup, avec nos réseaux sociaux, parce qu'on traite quand même des réseaux sociaux, donc on a plutôt intérêt à être présent et performant dessus. Donc, voilà. Puis comme toute stratégie inbound, c'est toujours plus intéressant aussi de mettre le contenu avant la marque dans ce type de plateforme, tout à fait. Et alors, si je ne me trompe pas, parce que c'est hyper malin, dans ta stratégie, chacun des contenus est décliné en contenu à lire, à écouter et à liker, dans ce que tu m'as expliqué. Et notamment sur ta stratégie de podcast, tu as deux types de contenus, à la fois des contenus d'interviews d'experts, comme tu le disais bien, là où le contenu va se créer par le podcast, puis se décline ensuite en article blog, et enfin tu étends le reach sur les réseaux sociaux et tes autres canaux. Mais tu as aussi tes contenus tutorials, donc c'est un peu les petits conseils d'Emily March. Et là, le contenu est d'abord créé à l'écrit sur le blog, puis va se décliner sur le podcast pour proposer un format audio et aussi étendre ton reach sur les plateformes d'écoute de podcast. C'est exactement ça. On va aller dans les deux sens. C'est-à-dire que je vais interviewer un professionnel, comme tu dis, ce qui donnera par la suite un case study qui sera publié sur notre blog, disponible aussi depuis le site. Et les articles de blog qui sont très intéressants avec des listicles, avec des points très spécifiques sur comment faire quelque chose pour arriver à son objectif. Ça, je vais les décliner du coup en tutoriel. En gros, je lis l'article à l'oral et ça fait un tutoriel. Ça permet de proposer une autre expérience et toute consommation de ce contenu, quoi. Donc et bien sûr, tout est relayé sur les réseaux sociaux, donc format audio, format juste visuel, et voilà. Donc ça fait vraiment le trio. D'accord. Alors évidemment, en moins de 30 minutes, il a fallu prioriser. Donc on a sélectionné les 5 clés principales de réussite de ta stratégie de contenu, où notamment notre outil Ocha a pu t'aider en tout cas sur chacun de ces points. On y va ? On y va. Alors, quand on se lance dans le podcast, moi je recommande toujours aux marques de penser à 3 cibles. La première opportunité, ce sont les personnes qui connaissent et qui consomment déjà les podcasts, mais qui ne connaissent pas forcément votre marque. Et aujourd'hui en France, il faut savoir que c'est un vivier grandissant de plus de 22 millions de Français. Et un tiers d'entre eux consomment des podcasts tous les jours. Donc c'est, quelle que soit votre activité, aujourd'hui c'est devenu vraiment une cible non négligeable. Et sachez aussi que les dernières études ont démontré que justement ces auditeurs sont en recherche constante de plus de contenu à consommer et qu'ils en ont clairement pas assez. Donc il y a vraiment une autoroute qui s'ouvre. On peut encore aujourd'hui parler de beaucoup de sujets, c'est pas du tout saturé. Et donc, la première chose à faire lorsque vous avez un podcast de marque, c'est de, bien sûr, vous diffuser sur toutes les plateformes d'écoute, comme Apple, Spotify, Amazon, Deezer, et aussi toutes les plateformes spécialistes. Justement, toi, Émilie, sur quelle plateforme vous êtes diffusée et quelles sont celles qui t'amènent aujourd'hui le plus d'écoute ? Je suis sur toutes les plateformes grâce à Ocha. Clairement, dès que je suis arrivée sur la plateforme, donc, je crois que ça fait 6 mois, janvier il me semble, et j'ai vu que toutes les plateformes d'écoute possibles et imaginables étaient disponibles en un clic. Du coup, j'ai vraiment tout sélectionné, donc on est partout. Je pense que celle qui nous apporte le plus d'écoute, c'est Apple. On était déjà sur Apple auparavant, Spotify aussi, et puis Amazon Music, il me semble aussi. Donc, je pense que c'est le top 3, mais Apple surtout, ouais. Ok. Voilà. C'est vrai que souvent, Apple Podcasts et Spotify vont avoir des parts de marché aujourd'hui sur l'écoute assez au coude à coude encore. Okay. Oui, c'est surtout que
quand on en parlera plus tard, mais quand on partage le lien de partage de chaque épisode, il y a le lien personnalisé qui fait que l'épisode va s'ouvrir sur la plateforme intégrée à l'appareil. Et vu qu'il y a beaucoup d'iPhone, forcément, c'est souvent Apple Podcast qui prend le dessus. Ah, c'est intéressant ça, c'est intéressant. Mais être diffusé en fait sur les plateformes, ça s'arrête pas là. Ce serait trop facile et pas drôle. C'est juste en fait être disponible à l'écoute, mais ça veut pas dire qu'en fait les auditeurs vont venir magiquement et automatiquement vers votre émission, parce qu'en fait votre émission de podcast est au milieu de plus de 2 millions d'autres émissions de podcasts. Donc, comme tout autre canal de communication, en fait, il va falloir à la fois travailler pour que votre émission émerge sur ces différentes plateformes, mais il va falloir aussi communiquer sur d'autres canaux de communication pour faire venir les auditeurs à vous. Alors ensuite, la deuxième cible à laquelle il faut penser, ce sont les personnes qui connaissent ni votre marque, ni le podcast. Et pour les atteindre, dans ces cas-là, il faut plutôt aussi travailler des leviers de reach comme le SEO. Toi, Émilie, justement, comment tu fais pour faire remonter tes contenus SM Square dans les moteurs de recherche ? On se sert vachement de notre domain rating Iconosquare, qui est très performant depuis les années quand même. Du coup, à chaque fois que je vais publier un épisode qui a un lien avec le blog, je mettrai toujours un lecteur, ce qui fait que on va faire plus simple. Quelqu'un va taper une requête dans Google pour aller trouver le sujet qui l'intéresse. Nous, on est bien référencés. Il va régulièrement tomber sur notre blog et il va voir qu'il y a un lecteur Ocha à l'intérieur de notre article de blog qui va du coup faire en sorte qu'il est aussi renvoyé vers le podcast. On a quand même aussi mis en place sur notre blog une page dédiée à notre podcast avec tous nos épisodes différenciés entre tutoriels et interviews. Du coup, oui, tout le podcast est accessible via notre blog, donc via le SEO. Bien sûr, il y a aussi la page web Ocha qui est disponible à l'intérieur de la plateforme Ocha et qu'on peut repartager et qui est aussi du coup bien référencé, ce qui fait que le podcast est accessible à n'importe qui en fait. Ouais, c'est vrai qu'on les travaille. Alors, pour que vous compreniez aussi le contexte, dès qu'une émission en fait vient sur Ocha pour se faire diffuser, on propose aussi en fait de décliner automatiquement toute une palette de supports de communication entre le player audio et une page, un site web dédié à votre émission. Et ces sites web sont construits de sorte à pouvoir remonter très facilement en SEO, ce qui fait que du coup, en plus de vos propres sites, ça vous permet de prendre aussi un peu plus de place sur la SERP. Un autre petit tips, je ne sais pas si tu l'avais celui-là, pensez aussi en fait à diffuser votre podcast sur YouTube, qui a un pouvoir de reach quand même non négligeable. C'est le deuxième moteur de recherche au monde, et en plus qui a clairement annoncé vouloir développer son offre de podcast. Donc c'est vraiment un outil puissant pour découvrir les podcasts aujourd'hui, notamment nous sur la plateforme, je te fais le petit tuto en live, mais tu peux connecter en fait ton compte YouTube et ensuite tous tes nouveaux épisodes vont être autodiffusés automatiquement et du coup tu n'as même pas besoin de faire l'effort de le pousser, quoi. Je l'ai fait. Tu l'as déjà fait récemment, je l'ai fait. Effectivement, au moment de publier son épisode sur Ocha, on a juste à basculer le petit le petit toggle là et effectivement l'épisode s'ajoute automatiquement avec la couverture avec le son l'audio wave. Donc la couverture qui danse, c'est chouette. Oui, du coup on a aussi la playlist sur YouTube. Super, tu vois, comme ça tu t'ouvres aussi à des nouveaux auditeurs qui connaissent pas forcément encore le format du podcast, donc c'est super. Et enfin, la troisième cible, c'est évidemment ceux qui connaissent votre marque, mais qui ne connaissent pas forcément le format du podcast. Et chez vous, avec votre fameuse fanbase qui est non négligeable, je crois que là-dessus, tu actives plusieurs leviers. Tout d'abord, justement, ta newsletter, avec, en plus, je crois que tu as une base assez importante. Via ta newsletter, comment tu fais connaître ton podcast aujourd'hui ? C'est une newsletter ISM Squared Global, donc c'est toutes les nouveautés du blog et du podcast de la semaine. Donc toutes les semaines, elle part là cet après-midi, c'est tous les mardis. Et en gros, je vais reprendre 1 ou 2 articles de blog et l'épisode de podcast de la semaine, du coup qui seront relayés, comme vous voyez à droite là.
je raconte un petit peu ma vie et puis je glisse des liens comme ça et puis ça marche plutôt bien. D'accord. Tu vas probablement raconter aussi ce qui se passe aujourd'hui dans ta prochaine newsletter. Oui, la semaine prochaine du coup. Il faut s'abonner, alors elle parlera peut-être de vous. Ensuite, ton terrain d'expertise, c'est vraiment donc aussi les réseaux sociaux. Là-dessus, tu travailles ta communication via 2 objectifs de communication différents. Donc en premier, l'objectif de diffusion. Qu'est-ce que tu fais pour ça ? La diffusion, c'est Marie qui s'en occupe, Marie qui est dans la salle, qui est notre super social media manager et qui va prendre en fait le produit fini, le podcast, et puis qui va le décliner pour qu'il soit partageable sur tous nos réseaux. Donc on est un peu partout, comme on a vu tout à l'heure. Sous forme de... je vais dire les formats qu'elle utilise du coup. C'est toi qui vois. Ouais. les clips vidéo qui sont aussi proposés par Ocha, qui sont excellents en fait. À partir du moment où l'épisode est terminé dans la plateforme Ocha, on a juste à activer. On les a là. Voilà, à activer le clip vidéo qui en fait va permettre de prendre un segment de l'audio, de travailler des sous-titres qui sont générés automatiquement. Souvent, il y a juste 2-3 petites corrections à faire avant de lancer en live. Et c'est personnalisable, on peut choisir les couleurs et tout pour que ce soit raccord avec les couleurs de la marque. Et ça, c'est partagé partout, en fait. C'est partagé en story Instagram, dans le feed Instagram, sur Facebook, Twitter, LinkedIn. On les partage vraiment partout et ça marche super bien, ça. D'accord, donc c'est de ce que j'ai compris le support principal de tes posts sur les réseaux sociaux. Ouais. Moi, tu m'avais expliqué aussi que, parce que tu avais une autre manière de faire les clips vidéo avant qu'on se rencontre. Oui. Je sais pas, tu veux peut-être tu peux passer par un freelance. Je peux parler de l'anecdote freelance. Bon, on l'aime très qui nous en veut beaucoup, je crois, parce que du coup, il a perdu un client. Non, il fait encore d'autres choses pour nous, mais effectivement, on passait par un freelance où, en gros, je lui envoyais cette espèce d'image de fond avec la tête de mon interviewé, le titre de l'épisode et un clip par Slack. Enfin, c'était vraiment c'était le bordel. Artisanal. Voilà. Et il nous faisait payer très cher pour nous monter des clips comme ça, voilà, sans les sous-titres par contre. Et ça a fait partie de mes arguments. C'était peut-être l'argument principal pour signer chez Ocha. Ça va nous faire économiser temps, vraiment, parce que Arthur, on l'aime très fort, mais il coûte cher. Bon, désolé voilà. Arthur, si tu nous entends. On l'aime très fort. D'accord. Et je crois qu'il y a eu un impact aussi sur l'engagement de tes posts. Tu m'as dit qu'au niveau effectivement de tes différents KPIs d'interactions, ça avait eu un effet. Rien que le fait d'avoir ajouté les sous-titres, en fait. Parce que y a la transcription, il y a énormément de sound-off. Les gens qui écoutent dans le métro qui n'ont pas pris leurs écouteurs, voilà. Clairement, ils ont pas envie de regarder juste une wave, comme tu dis. Ils ont envie de savoir ce qui se dit. Donc, oui, de mettre les sous-titres pour le sound-off, c'est très, très, très important. Oui, je pourrais pas dire exactement la différence en termes d'engagement qu'on a eu, mais ça a été, oui, il y a eu une vraie hausse à partir du moment où il y a eu ça. Ouais. Bon, après, effectivement, c'est de notoriété publique que les réseaux sociaux privilégient toujours aussi les formats vidéo aujourd'hui, contrairement aux postes fixes. Donc, effectivement, lorsqu'on a un podcast, donc on a un bon contenu audio et une animation vidéo, souvent, effectivement, ça remonte quand même naturellement assez bien avec les algorithmes. Merci pour avoir partagé les clés de ta stratégie de contenu et notamment sur ton podcast. Merci aussi d'avoir partagé ton utilisation d'Ocha. Enfin, tu fais partie des power users de la plateforme et ça fait tellement plaisir de pouvoir vous accompagner dans votre succès et de voir que ça prend autant et que votre émission grandisse autant. Bien sûr, on ne fait pas que donner les outils de communication, on vous donne aussi les moyens de traquer vos résultats parce que tout bon marketeur est toujours un peu data junkie et je suis bien la première. Et justement, on a très envie de connaître quels sont les résultats de tes actions pour suivre et analyser les statistiques d'audience de podcast. Déjà pour commencer, je sais que tu es une grande utilisatrice de ton dashboard Analytics Ocha. Et d'ailleurs, comme on transmet les données d'écoute en flux réel, on a beaucoup de podcasteurs qui ne peuvent pas s'empêcher, dès le lancement de leur épisode, de se mettre sur leur tableau et de refresh toutes les 5 minutes. C'est moi.
T'en fais partie, ok, c'était ma question. Du coup, on le voit, nous, sur le serveur, effectivement, les activités à chaque fois, c'est très rigolo. Genre, ah bah tiens, 15 refresh en 1 minute, tout à fait, c'est très sain. Oui, j'en fais partie, complètement. Et bah, justement, quels sont les KPI un peu must-have que tu suis sur ton podcast systématiquement à chaque nouvel épisode? Alors, pour le premier, bon, c'est difficile de choisir, parce que clairement, moi, je suis une data junkie, un peu comme tu dis. Nous, à Iconosquare, on est dans les stats, donc moi, je vis dans les stats. C'est clair. J'adore les plateformes de statistiques, de KPI. Donc, Ocha, oui, j'ai trouvé mon bonheur aussi. Le premier, c'est le classement Apple Podcast. C'est ça, hein? Oui. C'est ce que tu as mis, ouais. En fait, ouais, le classement Apple, Apple va prendre les 200 meilleurs, les 200 podcasts les plus engageants dans une catégorie. Donc, nous, on est dans la catégorie marketing. Et il y a une fois où je suis arrivée 28e. Je crois que tu es très fière de ça. Je suis très, très fière. Et franchement, je ne l'aurais pas su. Vraiment, j'ai découvert ça un jour complètement par hasard. Et très souvent, oui, on va repasser en dessous des 200, ce que je trouve normal, en fait. Mais quand j'ai vu 28 un jour, je me suis dit, ah oui, quand même. Donc, ouais, ça, je le suis. Ça fait partie des stats que je refresh très régulièrement. Puis des grands sujets de conversation aussi entre podcasteurs, en disant toi, tu as réussi à monter combien dans ta catégorie? Alors, moi, j'avoue, une fois sur la catégorie food, donc plus petite catégorie que la tienne, c'est vrai que j'étais montée 11e avec mon média et ouais, tu as envie de déboucher le champagne ça à ce moment-là. On a envie de le partager. Oui, bah ouais. Après, il faut tenir la position, donc c'est pas toujours évident. Pour donner des éléments de contexte, effectivement, à ceux qui sont moins familiers avec ça, lorsque vous créez une émission de podcast, en fait, vous choisissez une catégorie, donc le sujet dans lequel vous vous inscrivez. Et en fait, selon votre catégorie, les plateformes d'écoute et surtout Apple font évidemment en fait, des classements et ils vont plus ou moins vous mettre en avant. Donc là-dessus, bon, évidemment, ils gardent toujours les secrets de leur algorithme jalousement, mais c'est évidemment des questions aussi de votre nombre d'écoutes, vos régularités de publication, etc. etc. Comme tout classement, vous êtes amené à monter, descendre. Enfin voilà, c'est vraiment des ascenseurs émotionnels. Et effectivement, nous, on permet de suivre cette donnée-là parce qu'elle n'est pas du tout transparente et accessible via Apple, évidemment. Du coup, vous pouvez voir comment travailler ce levier, comment revenir, etc. Alors, en intro, on expliquait aussi que ta stratégie était donc basée sur sur une synergie. Est-ce que toi, par rapport au nombre d'écoutes que tu vois, avec d'autres leviers que tu as activés, là, je vois qu'il y a différents pics sur le nombre d'écoutes. Est-ce que tu peux nous en dire aussi un peu plus ? Ça, j'aime beaucoup le regarder, c'est vrai, parce que pour le coup, on voit ma fréquence de publication qui est loin d'être exemplaire. En fait, les petits points verts en bas, c'est les moments où j'ai publié. Donc, assez logique, les pics d'engagement en termes d'écoute, ça va être juste après une publication d'épisode. Et oui, c'est intéressant de voir du coup lesquels ont le mieux fonctionné vraiment au départ, en fait, à la publication, à la date de publication de chaque épisode. Donc j'aime bien regarder ce graphique. Il est compter ton nombre d'écoutes. Oui, et puis c'est quand même marrant de voir que en fait les pics continuent de monter et descendre, même quand il n'y a pas eu de publication. Donc il y a un certain engagement quand même qui se maintient entre les publications, ce que je trouve intéressant. Et ça va le faire plus ou moins pour tel ou tel épisode. Donc, moi, ça me donne quand même des tips sur ce que je dois répéter et ce que je ne dois pas répéter, par exemple. Donc, ah ouais, comme ça, tu peux retravailler ton contenu. Ok. Et est-ce que, alors, tu m'as mis une autre statistique que tu aimais bien suivre ? Oui. La part d'écoute entre chaque épisode. Oui, donc là, j'ai pris, du coup, sur les 6 mois... les 6 mois, je crois, où c'est depuis février, où je suis sur Ocha, où j'utilise Ocha. Et ça, j'aime bien parce que c'est vraiment très visuel et ça nous permet vraiment de voir quels épisodes ont eu le plus de succès en fait, depuis le départ. La catégorie autre, du coup, c'est tous les autres combinés, mais on a quand même les épisodes en tête qui ressortent. Ouais. Si tu parles de TikTok en ce moment, tu le vois prendre un peu plus que Facebook ou des choses comme ça, c'est voilà, ça ? Exactement. Okay. Et souvent, mes épisodes, vu qu'on est dans les réseaux sociaux, je vais avoir
un épisode avec une freelance qui, elle, bosse surtout sur Instagram. Donc, je sais que ça, c'est un épisode Instagram. Et du coup, par rapport aux résultats sur cet épisode-là, je vais savoir si Instagram, c'est un sujet à répéter ou pas. J'ai interviewé Stéphane Coulot qui donne un talk en même temps. Je ne peux pas aller le voir, mais je l'ai interviewé sur son utilisation de LinkedIn. Et c'est un épisode qui a très bien fonctionné aussi. Donc oui, ça donne d'essayer d'avoir une ligne directrice sur chaque épisode. En fait, ça permet de savoir les sujets qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas, en fait. Et après, dans la plupart des podcasts d'interview, souvent il y a aussi le reach de l'invité, j'imagine, qui joue un peu aussi sur ton nombre d'écoutes. Qui joue vachement. Quand on va partager, en fait, Marie va partager sur les réseaux sociaux, on tag systématiquement la personne. Et selon sa notoriété à lui. Et du coup, lui, il joue le jeu, ils jouent tous le jeu, ils repartagent à leur communauté. Et du coup, on bénéficie aussi de leur audience à eux, ce qui peut faire que vraiment ça décolle. Et d'ailleurs, quand j'ai atteint la 28e position, c'était clairement grâce à mon invité. Mais comme quoi, oui, c'est hyper complémentaire de partager sur les réseaux sociaux. Ça ramène du monde sur le podcast, ce qui est tout bénéf pour nous, quoi. D'accord. Alors, est-ce que tu avais mis... alors là, je crois que tu voulais partager plutôt des résultats de ta stratégie globale de ton hub ESM Square. Oui, j'ai fait un petit calcul et effectivement, on arrive à juste un petit peu plus de 11% de hausse sur la liste newsletter depuis le lancement d'ESM Square. Donc, ESM Square, podcast, blog. Voilà, c'est le hub, hein, le tout. Mais pour le coup, oui, ça fonctionne. Notre stratégie de cibler les experts et de leur proposer un contenu qu'ils ne trouveront pas juste en tapant sur Google des mots-clés basiques. En fait, on va vraiment se positionner sur des mots-clés, sur des sujets beaucoup plus niches. Et plus experts. Et oui, du coup, on a beaucoup plus d'abonnés à notre newsletter. Donc, ouais, c'est hyper malin parce qu'effectivement, comme tu as travaillé la synergie vraiment de ces 3 canaux, bah, du coup, tu nourris finalement tous les canaux et en fait, ils montent tous en même temps. Ouais. Moi, j'avais justement, on avait aussi Sandrine de Decathlon qui, elle, avait vu aussi un énorme uplift du trafic sur son blog venant directement des podcasts, quoi, juste en mettant des liens en fait, vers les articles blog dans son descriptif. Il faudrait que je regarde, mais oui, c'est certainement le cas aussi, hein, je pense. Et on va partager, je crois que tu avais un dernier résultat. Oui, donc ça vient de Marie, du coup, qui est sur les réseaux sociaux, mais elle a pu calculer qu'il y a eu une hausse de 6% sur toutes nos impressions de tous nos posts sur notre compte Instagram et de 4% sur le reach depuis les clips vidéo d'Ocha, qui sont du coup les fameuses petites vidéos avec les sous-titres, avec la wave. Donc, qui sont très jolies, qui sont très engageantes et qui donnent une vraie petite intro à tout épisode de podcast qui donne envie d'aller écouter, du coup. Donc, ça marche bien. Et alors, comme Emma me fait signe aussi qu'il ne reste pas beaucoup de temps, en tout cas, merci beaucoup, Émilie, d'avoir partagé un peu les ingrédients secrets de ta recette à toute notre audience aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de responsables marketing et communication dans la salle, à main levée. Quand même. Je ne sais pas si c'est une de vos questions, mais nous, on vient souvent nous demander comment je fais pour convaincre mon boss de faire du podcast et pour expliquer un peu à quoi sert le format. On s'est dit qu'on voulait faire aussi un petit cadeau aujourd'hui. Emma, ma super brain content manager, vous a en fait tout simplement créé une anti-sèche que vous pouvez télécharger via ce QR code pour expliquer exactement les principales clés en fait, de ce format et à quoi ça sert et en quoi ça nourrit une marque. Si vous n'avez pas le temps de le scanner, vous inquiétez pas, on a un stand juste à la sortie de la salle. Et même si vous avez des questions, parce que je ne sais pas si on aura le temps de prendre quelques questions, ça va être au moins une. Allez, une question. On va la jouer au loto. Voilà. Mais si vous n'avez pas le temps de poser d'autres questions, on est juste à la sortie. N'hésitez pas à passer nous voir, on est là toute la journée. Alors, quelqu'un aurait une question? Ouais. Est-ce qu'on peut donner le micro? Et bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour vos partages. Lionel Drieux, je suis chez SFR Business. On s'est lancé un peu dans les podcasts. J'ai entendu tout à l'heure que les podcasts, votre plateforme, elle était écrite et à l'écoute.
Et j'ai cru comprendre que certains de vos podcasts, c'était vos articles que vous lisiez, que vous enregistrez donc, et ça ne va pas plus loin. Et du coup, vous vous offrez deux supports différents et ça fonctionne. Enfin, oui, moi, j'essaie toujours d'essayer de faire des choses un peu différentes, de faire des trucs complémentaires. Et aussi simplement que je prends l'article et je le lis, ça marche. Franchement, l'épisode alors dans ma liste des top 5 de mes épisodes les plus écoutés, en numéro 2, j'ai un article de blog relu. Ça fonctionne très bien. Parce que ça coûte cher de produire des contenus. Exactement. Et du coup, si ça marche, c'est un super tips. Ouais, non, mais vraiment, c'est un super tips. Okay. J'en fais de plus en plus justement parce que c'est. Je suis sidéré, mais c'est une super idée, merci. Ouais. De rien. Vous les structurez selon les conseils pour pouvoir retraduire le podcast à l'écrit. Il faut structurer, déjà, il faut bien le penser en amont pour que ça fonctionne bien à l'écrit. Et c'est comment vous l'appréhendez par des bons conseils, et après, derrière, vous... Là, c'est plutôt l'inverse. Ça va être commencer par l'écrit et qui va être ensuite, ça va être retranscrit à l'oral. Du coup, c'est vraiment, oui, c'est lu en fait. Ça va être. Mais ce qui est très intéressant, c'est effectivement ces contenus-là. Est-ce qu'au moment de l'écriture, tu penses tout de suite au fait qu'il va exister à la fois en format à lire et en format à écouter? Pas forcément. C'est la requête en fait. C'est le mot-clé. S'il est très fort, très intéressant, et si j'ai des centaines de milliers de lectures de cet article de blog, oui, on va le retranscrire en audio. Et c'est vrai que pour les avoir écoutés, c'est des formats tutorials qui sont très un peu fun fact, quoi, qui sont assez dans le listing et des choses comme ça. Voilà. Ça marche plutôt bien. Nous aussi, on a notre podcast, une création originale avec Tips, où on donne en format très court et sur un ton humoristique des conseils sur comment créer des podcasts de manière aussi assez factuelle. Et ça, c'est vrai qu'on le décline aussi à l'écrit, en vidéo YouTube, etc. Et alors qu'on part des mêmes conseils, mais on va toucher pourtant des auditeurs différents en fait, parce que les canaux et le format est différent, ça propose une expérience différente, donc faut pas hésiter. Et oui, ça coûte moins cher en production. Et je rajouterais juste qu'il faut par contre dans ce format-là faire attention à la durée, juste. Voilà, oui. Donc je reprendrai pas un article de 3000 mots, quoi. Bien, complètement. Ouais, vous pouvez passer beaucoup plus de contenu et d'expertise dans un podcast contrairement à l'écrit, tout à fait. Voilà. Merci à vous. Emma, ok. Bon, on va clôturer ici, mais n'hésitez pas encore une fois à nous voir à la sortie. Merci beaucoup pour votre attention et puis passez un très bon événement.